Bonjour, je suis Hélène Frébourg et je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et pour la 4e saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons. Le cercle joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie, avec au cœur de leurs problématiques de projet de vie, la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant d'abord leur champ des possibles. Bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la continuité des 3 précédentes saisons et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, ce podcast s'adresse à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, être acteur de sa vie. Je commence par rappeler une statistique assez édifiante. Un Français sur 5 est concerné par la maladie chronique avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Ça veut dire aussi que, grosso modo, 80% des personnes souhaiteraient bien ne pas avoir de maladie chronique liée à des dérèglements de notre environnement de vie. Ça veut surtout dire que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Donc, voilà pourquoi j'ai créé ce podcast, le cercle joyeux du mieux vivre. C'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. J'invite donc sur ce podcast des experts sur un très large champ des possibles pour parler des différents choix à faire pour notre projet de vie en santé. J'invite des experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Boris Lodieski. Il est éleveur de chiens, des border terriers, à l'élevage Ixas Story, près de Gournay-en-Bray, en Normandie. Bonjour Boris Lodieski, merci d'avoir accepté mon invitation pour le lancement du podcast Le Cercle Joyeux du Mieux Vivre. Alors, on a fait connaissance par l'intermédiaire de Seymour, qui est un border terrier très beau, qui est apparu cet été dans mes recherches sur Instagram. Et puis ensuite, je l'ai rencontré pour de vrai à Trouville, parce que ses parents étaient justement en vacances sur ma plage. Alors, Seymour est né en mars 2021 dans ton élevage, et voilà comment on a été mis en relation. Car oui, je souhaite adopter un chiot border terrier pour le début 2023. Et comme je sais que c'est compliqué de trouver un bon élevage en France et que mes premiers contacts avec des éleveurs ont été plutôt décevants, alors j'ai lancé plusieurs pistes de recherche. Et donc, voilà comment en septembre, je suis venue rencontrer tes chiens et j'ai bien aimé ton éthique et la relation que tu construis entre les chiens et les futurs parents. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche?
Bonjour Hélène, oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai une démarche qui est basée sur le bien-être animal. En fait, ma première chaîne XA, c'est une chaîne que j'ai adoptée suite à mon premier chien Jack. Et XA avait une vocation à être purement une chaîne de compagnie. Donc, mes chiens, mes chiots, mes adultes vivent à la maison avec moi, vivent chez moi, je vis chez eux aussi. Mais, avant tout, je mets un point d'honneur sur le bien-être animal et ma démarche a été essentiellement portée sur cette valeur-là. Euh, Après, j'ai je fais une recherche, entre guillemets, des futurs adoptants, des futurs propriétaires, et de savoir si leur, euh, leur souhait d'acquérir un chiot border terrier est dans un projet de vie ou c'est seulement pour avoir un animal de compagnie ou quelles seront leurs envies avec leur border terrier. Donc il y a un premier contact qui se fait généralement via Messenger ou via SMS. Puis il y a un deuxième qui se réalise lorsque je leur demande de me rappeler. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je me rends compte que les personnes sont dans un projet. C'est souvent ceux qui me rappellent. Ceux qui ne me rappellent pas, en fait, ne sont pas dans une démarche de construire un projet de vie avec leur border, sont plutôt dans une démarche d'acquérir un chiot, que ça serait un border ou une autre race. À mon avis, ça serait la même chose. Et suite à cet entretien téléphonique, après, il y a une deuxième démarche qui se réalise, qui est la venue du futur adoptant au sein d'élevage. Et là, ça me permet de voir la personne qui s'est présentée téléphoniquement, de la voir et de déceler si ce qu'elle m'a raconté au départ est bien la réalité. Et puis après, il y a une démarche qui se fait à 3 visites se font à l'élevage. Une première à 15 jours pour voir les petits chiots qu'ils ont vers les yeux. À 4 semaines, lorsque les chiots commencent à marcher, et c'est là où on choisit le chiot. Et à 6, 7 semaines avant que le chiot parte, parce que si on ne le voit pas entre 4 et 9 ou 10 semaines, ou plus selon les pays, on ne peut pas reconnaître son chiot. Donc voilà la démarche que j'ai vis-à-vis des futurs adoptants, Hélène. Eh ben moi, j'ai trouvé ça très intéressant lors de notre premier échange téléphonique parce que justement, j'avais été plutôt effarée quand j'avais eu d'autres éleveurs français. Je citerai évidemment pas les noms, mais il y en a quand même qui sont très connus et tout le monde parle de cela. Quand on répond au téléphone et qu'on me dit ah ben non, ben, c'est nous qui vous appellerons, vous viendrez le chercher quand on en aura un qui sera prêt. Ça veut dire qu'on ne connaît pas les parents, qu'on n'a pas vu l'élevage, qu'on n'a pas rencontré ni l'éleveur, ni les futurs parents chiens, qu'on n'est pas venu voir le petit pupi et passer du temps avec lui. Moi, j'étais effarée hein, quand on m'a répondu bah, vous viendrez, on vous appellera quand nous, on décidera et puis vous viendrez le chercher dans la semaine. Ah bah dis donc, non, ça m'avait vraiment effarée quoi. Enfin bref, donc c'est vrai que bah, on se rassemble sur les valeurs et c'est vrai que ça c'est important, la qualité du lien. Et justement, bah, ton élevage est assez récent puisque ça s'inscrit bah, dans le cadre d'une reconversion pour toi sur ton chemin professionnel et tu es sur ce chemin entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment on devient éleveur? Parce que finalement, quand on s'intéresse aux chiens, on regarde surtout les chiens, mais on ne s'intéresse pas trop à l'éleveur et on ne sait pas trop ce que c'est comme métier. Donc, dis-nous un petit peu comment on devient éleveur et puis quels sont les challenges de ce métier si particulier.
Alors pour moi, ça a été, je peux le dire, s'il y a 25 ans en arrière, on me dirait qu'aujourd'hui, on m'aurait dit qu'aujourd'hui je serais éleveur, j'aurais pas cru. J'étais directeur de magasin auparavant et j'avais pas du tout vocation à faire de l'élevage. Quand j'ai eu ma première chaîne XA, comme je l'ai dit précédemment, était une chaîne qui avait vocation à être une chaîne de compagnie et pas à être une chaîne pour l'élevage. Ce qui s'est passé, c'est que cette chaîne est inscrite au LOF et donc j'ai dû faire une séance de confirmation pour qu'elle soit confirmée. Donc, elle a été confirmée. Et la juge me dit, vous avez une très belle chienne, ça serait dommage que vous ne continuiez pas à faire quelques expos. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait, tout bêtement. Je me suis passionné pour cette race. Je l'étais déjà quand j'ai eu XA. Et là, en fait, j'étais fier de XA. Tout bêtement, j'étais très fier de XA. Et c'est là que ça a commencé. En fait, j'ai commencé à faire quelques expositions. Et plus j'en ai fait, plus on me disait que ma chaîne XA était de très belle qualité. Et était venu à un moment donné où je me suis posé la question, est-ce que je ne ferais pas des chiots de XA et lorsque sa première portée est arrivée, ses premiers bébés sont arrivés, mais en fait, je suis tombé amoureux de ces instants de vie, de voir la vie naître. m'a, m'a, J'étais très ému, voilà, ça m'a convaincu que j'allais me diriger vers autre chose que la direction de magasin. J'étais directeur en jardinerie précisément. Donc est venue cette première portée et parallèlement, je me posais les questions de comment, du pourquoi, le sens de mon travail. C'est lorsque j'ai eu un petit accident de santé, je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital, où là, j'ai pris conscience qu'en fait, je- là où je travaillais, mon métier ne me correspondait plus à ce que j'attendais de la vie. Donc là, je me suis mis en recherche d'une nouvelle maison pour avoir une maison plus importante et avoir un terrain plus grand pour que mes chiens puissent évoluer dans de très bonnes conditions. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape a été de faire une rupture conventionnelle et que mon employeur ait accepté. Et après, j'ai fait une formation pour être éleveur. Et je me suis inscrit aussi à la chambre de commerce. Donc aujourd'hui, l'élevage et moi, nous sommes dans les règles françaises. Donc ça, c'était pour la partie comment je suis devenu éleveur. Je suis devenu éleveur parce que je suis un passionné, parce que j'ai eu un petit accident de vie de santé qui m'a fait réfléchir sur mon sens de la vie. Et donc, je suis devenu éleveur par passion et non par nécessité, vraiment par passion. Les challenges de ce métier sont très divers et variés. Le plus compliqué, le challenge le plus compliqué, c'est la pérennité de la meute et la construction de la meute. Il faut bien penser qu'entre le moment où un chiot naît et qu'un chiot peut être reproducteur, et entre 15 mois et 24 mois selon leur chaleur, donc en fait, il faut avoir une anticipation très importante et on travaille avec le vivant, donc il n'y a pas de, il y a pas de certitude. On peut avoir euh, on peut essayer de contrôler un maximum
points, mais on ne peut pas être sûr que la chienne ait des chiots, parce que ça arrive que la chienne ne soit pas prise. Ça arrive que malheureusement, il y a des accidents de vie aussi chez les chiens. Donc, on peut perdre des chiens aussi avant qu'elles arrivent à maturité sexuelle. Donc, le plus gros des challenges pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la pérennité de la meute. Et donc, ça, c'est très, très compliqué. Un des autres challenges, c'est de réussir à créer un environnement qui soit le plus favorable possible à mes chiens pour que moi je puisse avoir des chiots, que mes chiennes puissent avoir des chiots et que, in fine, moi je puisse en vivre parce qu'aujourd'hui c'est quand même mon nouveau métier. Donc, si mes chiennes font 1 ou 2 chiots par portée, je ne peux pas vivre malheureusement avec 1 ou 2 chiots par portée, ce n'est pas possible. Et après, vu que je reste un élevage type familial, donc j'ai très peu de chiens, j'ai 9 chiens en tout, euh, et avec mes retraités, donc avec Ixa et Jack. Donc je me dois d'avoir une réussite euh, euh, dans le nombre de chiots, parce que si j'en ai pas, ben je me retrouve dans des conditions économiques très, très défavorables pour moi et aussi pour mes chiens. Oui, effectivement, moi, quand je vois les réactions des gens, quand on leur dit le prix d'un chiot, hein, qui peut être très variable, on va pas dire de prix là, mais c'est des sommes qui peuvent aller 1000, 1500, 2000, 2500 selon les chiens, les races et les élevages, etc. C'est vrai que quand les gens discutent comme ça au premier abord, ils se disent, oh, bah dis donc, c'est drôlement cher, nanana. Moi, c'est ce que mes copines m'ont répondu quand je leur ai fait part de mon projet. Ben oui, mais là, moi, je prends conscience en discutant avec toi que moi, je suis pas prête pour l'instant à avoir mon petit puppy. Ça sera pour la fin de l'année 2022. On est en train d'envisager peut-être quelle va être la maman, comment tu cherches le papa, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Et c'est vrai que quand un chiot naît, tu m'as expliqué qu'il y avait le délai, je crois que c'est à partir de 15 mois qu'on peut faire des saillies pour une femelle et le temps qu'elle ait ses chaleurs, les cycles tous les 6 mois, etc. Enfin bref, ça fait tout un planning. Et moi, je trouve intéressant d'avoir eu des échanges avec toi parce que ça m'a permis de prendre cette conscience du temps. J'en avais un peu une idée, mais pas aussi précise, hein, je l'avoue, et je pense comme la plupart des gens. Donc, c'est intéressant de voir que quand on va chercher un petit chiot, bah, l'histoire, elle remonte déjà à bah, presque 18 mois, 2 ans. Donc, c'est tout un chemin, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant que tu nous aies partagé ça. Je reviens sur un point que tu as évoqué, si tu veux bien nous en dire un petit peu plus, parce que c'est le sujet, moi, qui m'intéresse avec mes histoires de mieux vivre avec la santé. Et je veux montrer justement aux auditeurs qu'on a tous des événements au sujet de la santé, hein. Moi, je suis orientée sur les malades chroniques, puisque je suis moi-même malade chronique, mais ce que je veux montrer, c'est qu'on a tous le choix de la santé, enfin, les choix à faire par rapport à sa santé. Et toi, tu disais tout à l'heure que quand tu t'es retrouvé sur ton lit d'hôpital, tu t'es dit, ah bof, mon métier, là, ça va plus bien. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça et comment tu as eu le déclic de te dire, bon, là, ça tourne plus rond et je vais en conscience faire des choix pour reconstruire mon projet de vie. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu le détail de ça? Oui, 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 complètement. En fait, j'étais directeur de magasin en jardinerie, et ça des très jeunes, hein. J'avais mon premier magasin, je l'ai eu. euh, J'en ai eu la gestion lorsque j'avais moins de 30 ans. Et c'est un métier que j'ai voulu faire dès que je suis rentré en grande,
dans la jardinerie, je savais tout de suite ce que je voulais faire. C'était pas être un vendeur ou chef de rayon. Je le savais très rapidement. J'ai su que je voulais être directeur de magasin. Et donc j'ai travaillé énormément. J'étais cadre, donc j'étais au forfait. Et donc, j'avais pas d'horaire. J'organisais mon planning comme je le souhaitais, mais j'étais très, très souvent en magasin et très peu chez moi. Ce qui s'est passé à un moment, c'est que, à force de tirer sur le corps, bah, c'est le corps qui te dit bah, il y a quelque chose qui ne va pas et il faudra que tu t'arrêtes un peu. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais un dimanche matin en train d'emballer une plante lambda et là, je me suis senti partir, mais pas partir en ayant un malaise, mais je me suis senti partir comme si j'étais vidé en fait. J'avais plus de force, mais je pouvais encore marcher, mais j'avais plus de jus, j'avais plus rien. Et bah, j'ai mis ça sur le coup de la fatigue. Je dis bon bah, il va falloir que tu prennes un peu de repos, prendre quelques jours de repos et ça va te faire du bien. Et le soir, en rentrant chez moi, et là, ce qui s'est passé, c'est que bah, après que la tension est redescendue de la journée de travail, bah, j'avais eu mon cœur se battait et que j'entendais mon cœur se battre. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, le lendemain, c'était reparti. Donc, bon, moi, j'ai mis ça sur la coup de la fatigue. Et cet épisode-là s'est reproduit 15 jours après. Et là, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc là, je suis allé aux urgences. Et j'ai attendu en plus énormément longtemps avant qu'on m'en prenne. Bon, après, je n'étais pas à l'article de la mort, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc là, on prend ma tension, et là, j'étais à plus de 17-12 de tension. Donc, et mon père est décédé d'un arrêt cardiaque. Donc, je suis suivi, entre guillemets, pour cet accident, pour ces accidents-là. Et donc, j'étais tout de suite emmené au centre de cardiologie à Creil, dans l'Oise, où j'y suis resté pendant 3 jours, où là, ils m'ont fait des échographies, des IRM, des scanners, des tests d'effort, tout ce qu'il faut. Et en fait, tout va très bien, sauf que j'ai de la tension héréditaire, malheureusement. Alors, le travail, je pense, mon métier a dû accentuer ce problème de tension. Et donc, lorsque j'ai été sur ce lit d'hôpital, alors bien sûr, qui dit métier avec de la tension, donc je fumais. Donc là, pendant 3 jours, j'avais arrêté de fumer, donc j'ai dit ben, j'arrêterai de fumer. Donc ça, c'était mon premier point où j'ai pris une bonne décision. Et lorsque j'étais dans mon lit d'hôpital, j'ai dit mince, j'ai quand même des collaborateurs, des supérieurs hiérarchiques, et je n'ai eu pas de coup de téléphone ni de mes collaborateurs, ni de ma hiérarchie. Et là, je me suis posé la question, je me dis, mais tu travailles pour qui? Tu travailles pour quoi? Alors, pour qui je savais, pour un grand groupe. Pourquoi normalement je le savais. Et là, malheureusement, je n'avais pas eu la réponse du pourquoi. Quel était le but de mon métier? Oui, je devais faire du chiffre d'affaires, mais à part ça, quel était le but de mon métier? Et là, je me suis dit, non, il y a un truc qui ne va pas, Boris, dans ta vie. Si c'est pour avoir de l'argent en plein ton compte et derrière pas en profiter, je vois pas l'intérêt. Je dis, si tu continues, Boris, à travailler comme ça, comme un fou, je suis pas sûr que je reproduirai pas le même accident que mon père il a eu lorsqu'il l'a eu. Donc là, j'ai une remise en question de mon sens et du but de ma vie, et je me suis dit, je vais pas continuer dans un poste de direction. Euh, et en fait, c'est venu. Alors, comme je l'ai dit précédemment, hein, je suis vraiment un passionné de la race. Hein, je n'ai qu'une. Bah, mon Jack, c'est parce que c'est mon premier chien. Mais je n'ai que des borders. Je n'élève pas d'autres races dans mon élevage. C'est que du border. Donc, je suis vraiment un passionné de la race. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas devenir éleveur de border terrier? Ça ne doit pas être plus compliqué que d'être directeur de magasin.
Et c'est comme ça que la réflexion est arrivée, en fait. C'est devenu, la première réflexion était de dire, ça m'apportera un but dans ma vie. D'une, je serai mon propre patron, donc si je réussis, c'est ma réussite, comme on dit en management. Lorsqu'on réussit, c'est pas notre réussite, c'est la réussite des collaborateurs, mais quand on est en échec, c'est pas l'échec de ses collaborateurs, c'est notre échec. Tandis que là, bah, je suis mon propre patron. Je suis ma propre réussite si j'ai réussi. Je suis mon propre échec si je suis dans l'échec. Mais en tout cas, c'est moi, et bien sûr mes chiens, mais c'est moi et moi qui est l'acteur de ma vie. Et ce n'est plus les autres qui sont acteurs de ma vie. Et aujourd'hui, ma vie a un sens, a un but, et je, je, je sais où j'aimerais aller. Donc, je me lève tous les matins, je suis heureux des décisions que j'ai prises au moment où je les prises. Ça a été très compliqué parce que ça a été un changement de vie, un changement de niveau de vie économique, un changement sur beaucoup de points, changer de région, être plus loin de sa famille. Mais je l'ai fait pour moi et pour être épanoui dans ma vie. Voilà comment est venu l'élevage, Hélène. Ben oui, et quand je te réentends raconter ça, je trouve vraiment cette histoire extrêmement intéressante. Quand tu me l'as raconté la première fois, quand on a déjeuné ensemble au resto, c'est là que je t'ai proposé ensuite d'être un invité de mon podcast que j'ai lancé depuis le mois de septembre, parce que c'est formidable cette histoire pour un coach, quoi. Voilà, on est sur des questions de valeurs, de raison d'être, de mission de vie, et tu racontes tout ça avec vraiment beaucoup d'authenticité. Bah, sans le verbiage que nous, les coachs, on a et qui devient parfois des fois un peu bête, un peu stupide. Mais moi, j'aime bien parce que ça montre que effectivement, quand on se pose des questions, et c'est souvent la santé qui nous amène à faire un point d'arrêt, quand on se pose des questions du sens de sa vie et quoi faire pour se lever le matin avec joie, et ben c'est là que ça change tout. Et je suis vraiment comment dire, fascinée par ton histoire parce qu'elle est extrêmement. C'est une histoire de référence et en tous les cas, j'espère que les auditeurs l'entendront comme ça. Et, parce que souvent, on voit la maladie comme un accablement et comme un désastre et un truc qui nous tombe sur la tête, etc. Alors oui, hein, sur le moment, et en l'occurrence, quand tu étais sur ton lit d'hôpital, tu ne devais pas trop rigoler. Mais après, c'est justement ce chemin de résilience et de, de se dire, bah, je prends ma vie en main et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, merci pour ce partage avec authenticité. Et on va revenir sur tes chiens parce que tu as parlé des chiens retraités et j'avoue que moi, la première fois que tu m'as parlé de ça, bah, je ne savais pas. Donc, je ne savais pas ce que c'était et je ne comprenais pas pourquoi tu me parlais de ça. Et bah, j'imagine que les auditeurs se posent également la même question. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure de la manière dont tu faisais ton choix pour donner un chiot à ses futurs parents et faire que le choix soit bon. Mais les chiens retraités, qu'est-ce que c'est et comment tu fais pour leur trouver une nouvelle famille? Là, tu as eu le cas récemment avec ton premier mâle, My First, donc tu peux peut-être nous raconter bah, comment ça se passe. Alors, les retraités, pour moi, hein, je suis assez pragmatique. Hein, j'aime beaucoup mes chiens, mais après, quand il faut travailler, on doit être. Moi, j'essaye d'être pragmatique. Donc, en fait, je suis un petit élevage et je ne peux pas garder, si j'ai plus de 9 chiens. En fait, un chien reproducteur, dit reproducteur, donc femelle ou mâle, hein, est considéré comme chien reproducteur à partir de l'âge de 4 mois. Donc, c'est-à-dire que lorsque je garde un chiot, je sais que j'ai 4 mois pour, entre guillemets, placer et mettre un chien en retraite. Qui dit retraite, en fait, c'est le fait que le chien finit sa carrière à l'élevage. Donc,
donc soit par castration, soit par stérilisation. Et donc, en fait, généralement, et selon les caractères des chiens, généralement, pour My First, il est parti à l'âge de 5 ans, quand j'ai eu des descendants de My First. Donc, je n'ai pas mis à la retraite avant, j'ai attendu qu'il fasse de la reproduction, j'ai attendu de voir qu'est-ce qu'il reproduisait. Et une fois que j'ai eu la descendance de My First, aujourd'hui je l'ai, j'ai plusieurs mâles qui sont ces différentes familles, et aujourd'hui j'ai une de ces filles. Et donc à un moment donné, lorsque j'ai gardé ces chats, sa fille, j'ai été dans l'obligation de le mettre à la retraite parce que je ne peux pas avoir au-delà de 9 chiens dans mon élevage. C'est purement une règle, c'est une règle de statut français des élevages. Donc, dès l'instant où je garde un chiot, il faut que je place. Donc, en fait, je les stérilise ou je les castre. Et là, je me mets en recherche d'une famille. Alors, cette recherche se fait essentiellement sur mon site Chien de France sur Internet, où je les propose, donc je les mets en statut retraité et je les propose donc à la vente. La vente est le prix de la stérilisation plus une partie à côté, mais qui est franchement qui est beaucoup moins cher qu'un chiot, parce qu'on n'a pas on va pas avoir le même projet de vie lorsqu'on prend un chien lorsqu'il a 5 ans, lorsqu'on prend un chiot lorsqu'il a 2 mois ou 3 mois, on n'est pas dans la même construction. La plupart des personnes qui prennent un retraité, c'est que soit ce sont des personnes âgées, âgées dans le sens où ils prévoient que s'il y a un souci, vaut mieux peut-être pas avoir un chiot parce que ça va, il y aura quelques années supplémentaires et ils sont pas sûrs, et on n'est jamais sûr de ce que l'avenir nous réserve. Donc la plupart, majoritairement, c'est des personnes qui souhaitent avoir un chien qui est déjà éduqué, propre, que tout va bien, et en fait ils savent qu'ils vont avoir une partie de la vie, mais ils n'auront pas la partie lorsqu'il a été chiot. Après, j'ai eu aussi des personnes surtout une qui s'appelle François, qui lui est paraplégique, il y a un chiot, c'est très compliqué pour lui à l'éduquer. Donc, quand il a voulu Magical et qu'il m'a expliqué le pourquoi du comment, je lui dis oui, Magical, elle sera très, très bien. Ça correspondait complètement, le profil correspondait complètement. Donc, j'essaye de trouver pour les retraités des personnes qui correspondent au profil du chien. Donc, par exemple, pour My First, qui est un chien qui est dynamique, qui a besoin de courir, qui a besoin de balade, aujourd'hui, il est chez des personnes qui habitent dans les Vosges, qui marchent quotidiennement entre 2 heures et 3 heures, qui remplissent complètement la mission qu'a besoin My First pour être heureux et épanoui dans sa nouvelle vie. Pour Okami, c'était pareil, c'est une chienne qui est dynamique. Et là, c'était pas la même histoire pour les propriétaires. En fait, cette dame a perdu sa chienne border terrier. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai fait la démarche, là, cette fois-ci. J'ai contacté cette dame en lui disant que moi, j'avais une future retraitée et que si elle attendait quelques mois, donc on a construit le projet ensemble, si elle attendait quelques mois et que donc cette dame-là habite en Auvergne. Moi, j'habite en Normandie, donc elle avait plus de 7 heures, 6h30 à 7 heures de route. Elle est venue 2 fois à l'élevage pour voir Okami. 2 fois, on a discuté, échangé. Et la 3e fois, Okami est parti chez elle. Et c'est pareil, c'est une dame c'est un couple. Lui, les deux sont. Lui, il est chef d'entreprise, donc il est libre de faire il est libre dans le planning. Et elle est en télétravail. Donc, ils sont très, très proches d'elle et marchent aussi beaucoup. Donc, le profil correspondait. Donc, pour mes retraités, je recherche vraiment le profil qui correspond
le profil des personnes qui vont correspondre au profil de mes retraités. À ce jour, 3 chiens sont partis en retraite. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'élevage, ça prend énormément de temps et je ne place pas un retraité pour placer un retraité. En fait, Okami est partie plus tôt. Elle a fait que 2 portées parce que c'était pas une chienne qui se sentait pas, qui se sentait bien dans la meute. Donc, et aujourd'hui, elle est plus épanouie chez Claude que chez moi, ça c'est évident. Moi, j'ai 9 chiens, même si je les aime énormément et que je leur donne un maximum d'amour, je ne peux pas donner autant d'amour qu'un couple avec un chien tout seul. Ce n'est pas celui-là qui dit qu'il peut, je dis que c'est pas vrai, c'est faux. Donc les retraités, c'est aussi un remerciement pour eux de leur donner une vie qui corresponde réellement à une vie de chien de compagnie. Il y a des éleveurs qui laissent leurs retraités vivre au chenil et ils vont vivre toute leur vie jusqu'à la fin de leur vie dans des chenils. C'est pas du tout ma vision des choses. Comme je parlais tout à l'heure, moi, c'est le bien-être animal qui est le primordial. Et donc, mes retraités, ils se doivent d'avoir une vie autant gâtée que lorsque les chiots partent de chez moi. Ouais, ça c'est sûr qu'on voit des fois dans les émissions à la télé des choses assez atroces hein, sur les élevages et ça fait un peu peur hein, des fois quand on voit ce qu'on voit et c'est tellement passionnant bah, de voir l'approche que tu mènes et le fait d'avoir un chien. Moi, je suis dans cette démarche-là parce que bah, tu as évoqué le terme de projet de vie. Oui, moi, je considère que c'est vraiment un projet de vie. J'ai vécu par hasard, sans que j'ai choisi, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis retrouvée avec la responsabilité de 2 chiens pendant 20 mois, un border terrier et une labrador retriever. J'ai passé 20 mois formidables avec les 2 chiens et un peu moins avec leur maîtresse, mais ça, c'était justement la situation un peu compliquée dans laquelle j'étais et qui n'est pas intéressante. Mais en tous les cas, moi, pendant ces 20 mois, les chiens m'ont mis face à la responsabilité de me retrouver avec eux et de construire le planning, de marcher, de jouer, les câlins, les soigner. La chienne Cookie a été très, très gravement malade et j'ai vécu 1 mois et demi avec le vétérinaire. On croyait qu'elle allait mourir. Hein, donc, j'ai connu tout ce passage-là. Ça m'a je pense, bah, fait gagner en maturité. Et puis bah, après, tout le reste de ce que j'ai vécu avec eux, j'ai pris conscience de ce que c'était la réalité de la vie avec un chien. Et quand maintenant je décide que je veux un chien, c'est parce que j'ai vraiment réfléchi à mon projet de vie et comment je vais nouer le lien avec. Et comme tu le sais, je l'ai déjà appelé Théo. Hein, il n'est pas encore né, on ne sait pas encore quels sont ses parents, mais on connaît déjà son nom, Théo. Et si j'ai choisi Border Terrier, bah parce que j'ai beaucoup apprécié cette vie avec Gatsby, qui était un Border Terrier suédois. Donc peut-être un petit peu différent dans le style de la race par rapport au standard français, je ne sais pas trop. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé le tempérament de ce chien-là parce que c'est une race qui est très joyeuse. Ils ont l'esprit curieux, ils sont très câlins et très affectueux et puis très intelligents à s'intéresser à plein de choses. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'ai discuté avec lui et voilà, qu'il y avait vraiment un dialogue. Voilà. C'était pareil avec Cookie, la Labrador Retriever. Hein, elle était très intelligente et c'est elle qui régissait un petit peu la maison il y avait des chevaux et des poneys et c'est elle qui faisait souvent la médiation entre tout le petit monde qui vivait sur ce domaine-là. Mais voilà, bon, bref, j'ai eu un coup de cœur moi sur Border Terrier et je trouve que c'est un chien qui est très rustique et qui est de petite taille, donc facile à vivre. Et je reconnais que mon choix ne s'est pas fait sur le Labrador Retriever parce que je ne veux pas revivre, quand j'aurai 65-70 ans, je ne veux pas revivre le mois de juillet 2018 avec Cookie par terre, 35 kilos à porter et tout le stress avec cette race-là qui a quand même des gros problèmes de hanche et tout ça. Donc voilà,
Donc, c'est moi mon chemin qui fait qu'on s'est rencontrés, voilà le pourquoi. Et pour terminer sur ces histoires de chiens, tu as appelé ton chien, ton élevage Ixa Stories. Tu peux peut-être nous expliquer Ixa Stories, même si on a compris qu'Ixa c'était ta première chienne, mais pourquoi tu as nommé ton élevage comme ça? Et oui, 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 tout à fait, Hélène. En fait, ça vient de Ixa. Ixa, qui est ma première chienne, qui m'a rempli de satisfaction, qui me remplit encore de satisfaction. C'est une chienne qui est comme Grisby, qui est un peu hors norme chez le Border Terrier parce qu'elle ressemble plus à un mâle qu'à une femelle, mais c'est une très belle chienne. C'est une chienne qui a un caractère qui est superbe. Aujourd'hui, elle a 9 ans, elle vit avec les chiots, avec les jeunes chiens, avec les plus vieux, et c'est elle la chef de meute. Il n'y a pas un chien qui essaie de discuter son rang au sein de la meute, et je pense pas qu'il y en a un qui veut essayer de discuter son rang au sein de la meute. Aujourd'hui, cette chaîne m'a rempli de satisfaction, mais me remplit encore de satisfaction. Euh, Comme tu le disais avec Grisby, moi, je vis avec mes chiens. Et donc, mon premier chien, Jack, et mon deuxième chien, ma deuxième chienne, Ixa, c'est des chiens où j'ai pas besoin de leur dire ce que je pense, ils pensent à moi. Donc, je sais pas comment expliquer cette Ah relation, oui, mais c'est ça, c'est fou ça, hein. c'est impressionnant Mm. quand je leur demande. Et il n'y a que deux qui savent le faire parce qu'on a on a une complicité. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, hein. Des chiens qui vivent en meute, qui sont neufs, ont pas du tout peut pas avoir les mêmes sentiments ou même les mêmes émotions qu'un chien qui vit tout seul avec son maître ou qui vit avec deux chiens avec ses Ouais. maîtres. Ixa, je la bouscule un peu et c'est bon, on part en jeu tous les deux et c'est une chaîne, voilà. Donc, quand je me suis mis en recherche de mon affixe, parce que quand on est éleveur, c'est quand même plus intéressant d'avoir un affixe comme ça, on écrit un peu une part de l'histoire du pédigré des borders terriers, donc avec l'affixe. Et donc pour prendre un affixe, il faut regarder sur le site de la FCI qui est en fait l'organisme mondial international des chiens et chats. Et en fait, on doit regarder sur la FCI, c'est le nom qu'on voudrait est déjà pris ou pas par un autre éleveur. Et en fait, Dixa Stories, ça, c'était pas pris. C'était pas pris. Et j'ai voulu avoir ce nom-là, ce nom d'élevage, pour que en fait tous les chiots qui partent de la maison ont le nom d'Ixa. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et donc, absolument, je voulais remercier Ixa de m'avoir fait vivre autant de bonheur. Donc, j'ai choisi, donc je l'ai inscrit, et c'est comme ça qu'en 2000, alors moi, Ixa est née en 2012, aujourd'hui elle a 9 ans, et j'ai fait sa première portée, elle avait 2 ans et demi, 3 ans, donc tardivement, parce que comme j'expliquais, cette chaîne-là n'avait pas vocation à faire de l'élevage, à faire des bébés. Et donc, lorsque ces premiers shows sont arrivés, j'ai dit, bon, bah, on va refaire une deuxième portée. Et là, je suis parti en Angleterre, j'étais parti en Angleterre avec ma sœur et mon beau-frère. On a passé quelques jours là-bas. On a vu un couple formidable avec un chien merveilleux et formidable. Ce chien-là, il a gagné 2 fois la Coupe du Monde, il a gagné 3 fois la Croft. Bon, voilà, c'est un chien qui est juste magnifique. Et lorsqu'est arrivée cette portée-là, c'était une portée où il y avait 5 chiots, il y avait 4 mâles et une femelle. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que il y a des défauts de conformité. Et cette chienne-là, Milady, parce que j'avais déjà choisi son prénom, elle s'appelait Milady.
Et elle s'appelle toujours Milady parce que les propriétaires ont gardé ce prénom-là. Et en fait, Milady était prognate, donc c'est un problème de conformité. Donc, j'ai pas pu garder cette chienne parce que je pouvais pas faire de la reproduction derrière. Et là, c'est pareil. Je me suis dit, je n'ai pas fait tout le voyage en Angleterre. J'ai vu le plus beau chien, le plus beau border depuis que je connais les borders. J'ai dit non, non, je garde absolument ce sang-là. Et en fait, c'est là où il est arrivé. C'était l'année des M. Et donc, c'est là où j'ai appelé mon premier chien de mon élevage qui s'appelle aujourd'hui My First. Donc, My First Success Stories, qui est une traduction, qui est mon premier de mon élevage et qui porte bien son prénom, mon premier de mon élevage. Et ce chien-là a gagné, lorsqu'il avait 3 ans, il a gagné le championnat de France en 2019. Donc, pour moi, ça a été une grande victoire, une grande satisfaction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis que XA me comble de joie, c'est juste histoire de dire qu'elle me comble de joie. Je lui mets pas de la crème sur le dos, hein, pas du tout, hein. Mais c'est donc une satisfaction énorme de ce chien, d'une qualité qui est très dynamique, avec un caractère très franc. Par contre, lui, il a un caractère très franc, très marqué. Mais un chien, ce chien-là est un showman. Donc, il est arrivé sur le ring d'exposition. Je n'avais pas eu besoin de lui expliquer de ce qu'il avait à faire. Il savait le faire et il adorait ça. Donc, et moi, j'ai été très fier de ce chien et je le suis encore très fier de ce chien. Et aujourd'hui, j'ai des descendances de lui, et notamment Sécha, que tu as déjà vu, qui sera Oui, peut-être la maman de Théo, oui. qui est une chienne, cette portée-là. Alors, le mariage s'était fait avec Elite et Léonore Psy-Mysteria. C'était une chienne que j'ai importée de République tchèque. Et malheureusement, cette chaîne-là, c'était une chaîne, je dis bien c'était parce que maintenant elle est décédée. C'était une chaîne formidable parce qu'elle était très câline, mais par contre, elle avait la chasse dans le sang. Et donc, dès son plus jeune âge, elle fuguait. Elle fuguait pas pour aller faire le tour du village. Elle fuguait pour aller trouver du gibier. Et ce qui est arrivé, ce qui devait arriver est arrivé. Et ça, je le savais, hein. C'est qu'à un moment donné, ben, elle est partie, mais elle n'est pas revenue parce qu'elle s'est fait taper par une voiture. Eh Et ouais, donc, ça c'est toujours le et, stress qu'on a tous, hein. ouais, ça, c'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que l'élevage, celui-là qui dit c'est simple, non, c'est pas simple. Et c'est très dur, émotionnellement, c'est très dur économiquement parce qu'on ne sait Bah oui. pas comment on fait le lendemain. Mm. Donc, il faut avoir quand même les reins solides, l'esprit solide, le caractère, hein. Bah, c'est pour ça que j'ai du border, hein, de toute façon, hein. Et le Oui, caractère bien trempé, oui, c'est parce que ça. sinon on est dans l'échec tout le temps et on ne se relève pas. Et donc, ce mariage-là a été une réussite et je crois que c'est une des plus belles portées que j'ai eues dans mon Bah, élevage. Tu as évoqué ces chattes, la femelle qui va peut-être être la Oui, maman de Théo, mais ça nous ramène à Seymour, par lequel je t'ai connu. C'est cette fameuse portée du 16 mars 2021 où Seymour et ses chattes il y a eu 3 autres, je crois, hein, oui, de cette fameuse portée avec Ellie et My First. Et c'est vrai que moi, j'ai eu le coup de foudre quand j'ai vu sur Instagram Seymour. Je le trouve vraiment très, très beau. Et puis bah, après, quand j'ai fait connaissance, j'ai aussi été attirée vers ces chattes et j'ai fini par réaliser que c'était la sœur de Seymour. Parce qu'au début, j'avais un peu de mal à me reconnaître dans tous les chiens et dans toutes leurs histoires. Et c'est vrai que c'est une portée exceptionnelle. Et c'est pour ça que quand on dit que Séchat sera peut-être la maman de Théo, c'est parce que le timing va peut-être coller avec le mien ou le temps qu'elle fasse ses chaleurs, qu'elle puisse être mise en reproduction. Ça peut-être ça tombera pour Noël 2022 et du coup, ça sera le bon timing pour toi et pour moi. Mais c'est vrai que c'est des histoires de coup de cœur parce que c'est pas pour autant que les autres chiens sont pas beaux, hein. Moi, je trouve tous tes chiens vraiment super et on voit bien qu'ils sont intelligents et intéressants. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi quand je suis venue à ton élevage, c'est que c'est calme.
hein, il y a 10 chiens, mais c'est calme. Et puis, ils te regardent tous avec amour, mais pas du tout avec de la crainte. Et puis, toi aussi, tu les regardes avec amour et puis pas avec ces gestes d'autorité qu'on voit malheureusement encore trop souvent. Et moi, c'est ça qui m'a fait dire, bon, bah, c'est bon, là, j'ai trouvé la maison de mon Théo, quoi. C'est que tout ça, c'est une vie qui est faite dans le respect mutuel et dans le comment dire et dans l'amour quoi. Donc, voilà quoi. Tu voulais peut-être dire encore, je t'ai coupé la parole, tu voulais peut-être dire encore Non, un non, mot non, mais c'est sur cette histoire avec cette portée d'Élie qui est ah oui, oui, donc bah, c'est une portée en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà eu une demi-sœur de Ellie et malheureusement cette chaîne-là, alors c'est comme ça, c'est la vie. Hein, cette chaîne-là, je l'ai perdue lorsque je m'entraînais au sanglier et cette chaîne-là, bah, elle est décédée très jeune. Et donc, je voulais absolument récupérer ce sang-là parce que j'avais adoré cette chaîne-là, Bella. Et donc, quand l'éleveuse m'a dit oui, ok, Boris, tu auras la chienne, et j'ai eu de la chance parce que les deux portées qu'elle a fait, les portées qu'elle a fait après sont différentes, mais les deux portées qu'elle a faites, Bella, ces deux portées, il y avait quatre mâles et une femelle, et à chaque fois, c'est moi qui ai eu la femelle, et j'en étais, je la remercierai jamais assez, Véronica, parce que donc, en fait, dans l'élevage, il ne faut pas perdre de temps. Quand les gens ils disent pourquoi vous les mettez en reproduction à 15 mois, c'est qu'en en fait, on ne sait pas ce qui se passe 3 mois eh après. ouais, eh ouais, Donc, y a pas, il faut pas attendre dans le sens de dire je la mets à la reproduction pour faire de la reproduction. Non, il ne faut pas attendre parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et on peut perdre le sang très facilement. Et quand on perd le sang, bah, après, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai eu cette sens-là sur Ellie, c'est qu'elle m'a fait 5 chiots, 2 femelles et 3 mâles. Et en fait, sur cette portée-là, ils sont tous ressemblants et se ressemblent ah oui, d'une façon, c'est énorme. ouais, J'ai jamais eu une portée où ils ont tous la même tête, tous le même corps, tous les mêmes mimiques. C'est franchement très impressionnant et je les ai tous revus en partie. Ça m'impressionne. Et c'est pas je retrouve pas Ellie parce que c'est First qui a tracé les chiots, donc on retrouve tous la tête de First, ça c'est sa ouais. morphologie. Par contre, je retrouve Ellie dans le caractère parce que c'est tous des chiens adorables, hyper tendres, hyper câlins, obéissants à souhait, avec aucune once contrairement à certains terriers, avec aucune once de euh, pas de D'arrogance. méfiance, ouais, ouais, très bien, c'est ça, d'arrogance. Ils sont, moi j'ai les retours et les propriétaires sont tous très heureux. Et moi, c'est jeudi, je le redis, pour moi, c'est peut-être la plus belle portée que j'ai eue parce qu'elle est tellement uniforme que c'est impressionnant. Moi, ça m'a impressionné de les revoir et de leur dire à chaque fois, quand je renvoie un, j'ai vu la fois dernière, j'ai vu Alto. Je dis, bah, c'est First. C'est First. C'est impressionnant. C'est franchement impressionnant. Donc, la vie, elle est faite comme ça. Et donc, il faut pas, quand on a vécu des mauvaises expériences, il faut savoir rebondir. Il faut savoir s'adapter. Hein, c'est celui-là qui s'adapte, qui arrive, hein, c'est pas celui-là qui dit bah, c'est comme ça. Non, il faut s'adapter pour pouvoir dire bah, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire pour que les fois prochaines, ça n'arrive plus. Donc oui, après, elle a fugué, mais c'était une chaîne qui, naturellement, même si ça aurait été Alcatraz à la maison, Elle aurait je trouvé pense moyen de qu'elle aurait trouvé, elle aurait trouvé. Et comme on parlait des retraités, je serais pas, ça aurait été compliqué de trouver la bonne famille parce que lorsqu'elle était en liberté, c'était une chaîne qui était capable de partir faire 500 mètres, 600 mètres en moins d'une minute. Donc, ouais. si on n'a pas un peu la connaissance du chien et de comment elle réagit, c'est très compliqué de pouvoir. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. C'était un épisode qui a été tragique, mais aujourd'hui, j'ai quand même la descendance
de Oui, Ellie via ses chats et via aussi Seymour et ses frères. Donc, je sais que je pourrais retrouver, j'ai son sang, leur sang. mhm. Euh, et donc, après, selon ton timing, normalement, par rapport à ton timing, ça devrait être plus ses chats. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Ça C'est doit ce être c'est plus ce ses qu'on a chats. dit l'autre fois. Et après, il y a plein d'aléas encore, justement, comme tu dis, dans l'année 2022, qui font que on verra bien ce qui se passera. Mais c'est tout à fait ça. Et moi, quand on a pris contact ensemble au mois de septembre, je ne pensais pas qu'on allait avoir un si bon dialogue. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Et je me dis, bah, non seulement je vais choisir mon chiot, mais là, en plus, je discute avec l'éleveur pour voir qui c'est qui va être la maman. Et puis, tu m'as raconté un peu comment tu es en train de rechercher des mâles, etc. Donc, quand je parle de ça à mes deux meilleures copines et que je leur dis, mais c'est extraordinaire parce que là, Théo est déjà en train de, voilà, il est en chemin, hein, et l'histoire est en train de se construire. Ben voilà. Et toi, tu as appelé ton élevage Ixa Story, les histoires d'Ixa, et ça me montre bien tout le lien et l'importance du lien que tu attaches avec tes chiens et les chiens avec leurs futurs parents. Et puis après, les histoires qui se construisent. Parce que j'en profite pour préciser que tu as une page sur Facebook qui est nourri par les photos que les gens t'envoient. Et moi, je suis hallucinée de voir que tous les jours, bah, tu as les différents chiens qui viennent en photo. Pour, voilà, là, il y a quelques jours, il y en a un qui a pris le train, l'autre qui commence à faire du vélo ou des cours d'agilité. Et les gens viennent te partager ça. Et donc, ça prouve que le dialogue continue. Et je trouve ça vraiment formidable. Et c'est bah, c'est pour ça que je t'ai invité parce que je pense que tu as vraiment tu donnes une identité très intéressante à ton élevage. Et comme sur ce podcast, on parle d'écologie, et l'écologie, ça veut dire les relations avec les autres, avec soi, avec la nature. Bah, on est en plein dans ça. Oui, alors je voudrais dire que j'étais tellement contente bah, d'avoir rencontré ton élevage et puis de voir que mon projet d'avoir un chiot border terrier allait pouvoir se concrétiser, hein, parce que j'ai pris la décision en juillet 2020 et j'ai commencé ma recherche d'élevage et j'étais un petit peu désespérée. Sur la plage de Trouville, j'ai parlé à toutes les personnes que je pouvais croiser avec un border terrier pour essayer de trouver des pistes, etc. Et bah, c'est grâce à Seymour sur Instagram, comme je le disais en introduction, que j'ai pu être mise en lien avec toi, Boris, et puis ton élevage XA Story. Donc, j'ai décidé de créer un compte sur Instagram qui s'appelle Théo Border Terrier. Théo, mon pupille, pas encore né. Et je le présente comme un espèce de journal où j'écris à Théo. Donc, je commence mes notes en disant cher Théo, et puis bah, je lui raconte quelque chose par rapport à la photo. Alors, évidemment, pour l'instant, je parle beaucoup des chiens, de ton élevage. Je lui présente sa famille et je vais faire aussi des notes, des posts sur des sujets autour toutes les questions qu'on peut se poser quand on veut vivre avec un chien. Et je trouve bah, qu'il y a beaucoup de choses à- il y a beaucoup de sujets en fait, hein, donc je vais essayer de déployer ça petit à petit. Évidemment, au mois de septembre, c'était l'anniversaire de Gatsby qui a 10 ans cette année. Et j'ai évidemment fait un hommage à Gatsby et puis Cookie, hein, puisqu'ils sont inséparables. Je n'ai aucune nouvelle d'eux puisque je ne veux avoir aucun contact avec leur maîtresse qui a été bien trop méchante
présente avec moi. Donc, j'ai le cœur fracassé de ne pas avoir de leurs nouvelles, mais je pense à eux encore tous les jours et je leur envoie mon amour. Et voilà, comme ça sera dit sur les ondes et gravé dans le marbre de l'enregistrement du podcast. Gatsby et Cookie, je vous aime pour toujours. Et c'est vrai que ces deux chiens ont eu un rôle fondamental dans mon cheminement parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'avais la capacité d'être responsable au quotidien de deux chiens, de vivre la vie avec eux, avec tous les hauts et tous les bas. Hein, parce que par exemple, un matin à 8 heures, quand Gatsby attrape un blaireau, c'était pas tellement le programme qui était prévu pour la journée. Et voilà. Quand Cookie est gravement malade, j'étais en train de préparer ma soutenance de coach. Il a quand même fallu que je tienne les échéances fixées par l'école de coaching pour rendre le 20 août 2018 ma soutenance, alors que tout le mois de juillet, je l'ai passé à m'occuper seule de Cookie très gravement malade. Et puis, bah, tous les moments de joie, de jeu, de partage. Voilà, ça m'a montré concrètement ce que c'était la vie avec deux chiens. Ça m'a montré aussi les différences de caractère et les différences de liens qu'on peut avoir avec l'un et l'autre parce que bah, j'aime Cookie, j'aime Gatsby de façon très différente parce que chacun a sa personnalité et bah, c'est une histoire d'amour différente. Comme avec les humains, hein. Quand on est amoureux d'un homme, puis après d'un autre, l'histoire est différente. Bah, je pense qu'avec les chiens, c'est exactement la même chose. Alors moi, j'ai eu aussi un chien quand j'étais adolescente, Priam, un bosseron, que nous avons eu à l'âge d'environ 6 mois, 6-8 mois, l'été de 1979, l'été de mes 14 ans. Alors bah, là, c'était mon père qui était le maître et qui gérait bah, l'ensemble de la famille. Pour moi, c'était mon petit frère. Et bah, j'ai fait mes études, mon bac et mes études d'ingénieur agricole avec Priam qui me lâchait pas d'une semelle et qui jappait et mordait mon père quand mon père me coupait les cheveux. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, j'ai toujours voulu un chien dans ma vie. Je dois même avouer que quand je vivais au Pays Basque au début des années 2000, j'avais envisagé d'avoir un patou, hein, ce grand chien des Pyrénées. Et puis sur ce est arrivé le décès de ma mère et ensuite le diagnostic de ma maladie. Et je me dis que heureusement que je n'avais pas de prix de chiot à mon arrivée au Pays Basque parce que j'aurais été bien incapable de m'en occuper. Donc voilà, enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que justement, c'est tout un chemin d'avoir, de dire, voilà, je vais vivre avec un chien. Et moi, j'ai décidé de prendre un chiot chez un éleveur. Et je suis contente de t'avoir rencontré parce que tu es à la fois très professionnelle et tu développes une qualité de lien avec tes chiens et avec les personnes qui est vraiment euh, bah, intéressante et on a un dialogue qui est vraiment très riche tous les deux et ça, je trouve ça super. Donc voilà pourquoi j'ai créé mon Instagram pour raconter tout ça et puis mettre bah, partager l'information sur tout ce qui est le chemin pour devenir la maman d'un chien. Alors, je profite que j'ai le micro hein, pour développer un petit peu ce point-là. Parce que, alors premièrement, moi, l'appellation maître-maîtresse, j'aime pas trop parce que ça donne l'idée d'une autorité et d'une hiérarchie. C'est ce qu'on fait classiquement. C'est vrai, mais moi j'aime pas trop cette appellation-là, donc je serai pas la maîtresse de Théo, ça non. Je serai la maman de Théo, mais je confonds pas Théo avec un enfant.
Moi, personnellement, j'ai jamais voulu d'enfant et ça a été écrit dans l'histoire de ma vie depuis ma naissance. Sincèrement, j'ai jamais voulu d'enfant. Je souffre pas d'un manque de grossesse et de maternité et d'avoir eu un bébé, etc. Je souffre absolument pas de ça. Si je n'ai pas d'enfant, c'est un choix vraiment choisi. Donc, je ne fais pas de transfert à la con me dire ah bah, je vais être la maman d'un chien, ça va me rattraper ma grossesse que j'ai pas eue, etc. Donc, je ne suis pas du tout sur ça. Et je sais très bien qu'un chien, c'est pas un bébé, qu'un chien, c'est un individu qui mérite du respect et de l'attention autant qu'un humain, euh, mais différemment. Et l'amour qu'on a pour un chien, c'est de respecter ses besoins, sa personnalité et de lui offrir une qualité de vie pour son bien-être et de faire des fois des choix et des sacrifices. Voilà. C'est un ensemble d'un écosystème qu'il faut reconstruire quand on veut vivre avec un chien. Donc moi j'attire ce point-là, le focus sur ce point-là parce que j'ai lu une note de blog et un podcast récemment, c'est Canid Elite, qui est un groupement d'éducateurs comportementalistes canins. Et j'avoue que j'ai pas compris leur post et leur podcast où la jeune femme explique avec un certain mépris qu'il faut pas confondre un chien avec un bébé. Que quand elle a eu elle-même un bébé, elle a compris la différence. Moi, j'ai pas eu de bébé, mais je vois bien la différence. Et je comprends pas parce qu'elle a pas explicité ensuite. Alors j'ai réécouté, j'ai rélu la note et je comprends pas. Alors moi, ce que je veux dire pour exprimer mon point de vue sur la question, c'est que peut-être c'est ce qu'elle voulait dire, hein, mais moi, mon point de vue, c'est que effectivement, je trouve aussi très dangereux le fait de considérer son puppy et son chiot et son chien comme son bébé et comme son enfant, parce que je vois des comportements où on va déguiser le chien, on va lui faire porter des costumes d'Halloween, de Noël, de Pâques et de je ne sais quoi pour jouer à la poupée avec son chien. Et puis, on va se déculpabiliser en lui donnant des friandises, en disant ah bah il a gagné des friandises, il n'est pas malheureux. Bah oui, mais sauf que le chien, il est dans un amour inconditionnel pour son maître, sa maîtresse, sa maman ou son papa. Et quand on lui apprend assis, reste, lâche, revient, on le récompense avec des friandises. Et ça, c'est des acquisitions de comportement pour la qualité de vie, pour la sociabilité, pour sa sécurité. Donc, c'est un apprentissage fondamental et c'est la logique de le récompenser pour lui montrer le bien fondé de la chose et l'importance que ça a. Mais si on fait la même pratique de récompenser avec des friandises pour faire des conneries, comme de le déguiser en n'importe quoi, de faire des challenges comme on voit sur Instagram où on fait semblant d'être disparu, d'avoir un malaise, on le ridiculise et puis paf, on lui donne une friandise pour le récompenser parce qu'il a pris la pause pour la photo ou la vidéo ou le Reels ou la story sur Instagram. Et ben ça, non, ça me met très en colère. Et je veux bien le dire haut et fort sur ce podcast, et puis à toi, Boris, mais je te l'ai déjà dit dans nos conversations tous les deux, mais je le redis là à l'antenne. Moi, si je m'appelle la maman de Théo, c'est absolument pas pour avoir ce genre de comportement et de pratique, parce que je pense qu'elles ne sont pas du tout respectueuses du bien-être animal, et c'est pas cette relation-là que moi je veux avoir avec Théo. Moi, je veux avoir une qualité de dialogue, une qualité d'attention l'un à l'autre et de vivre en harmonie qui respecte mes besoins. Hein, quand j'ai besoin d'être au calme, de faire des zooms
que sais-je, les différentes choses dans la journée et moi, je respecterai son besoin de marcher, d'aller à l'extérieur, d'avoir des copains, de jouer, d'avoir des distractions amusantes, des distractions intellectuelles, d'avoir du repos, du calme, de la sécurité, d'être nourri convenablement et non pas à base de tritos, de friandises. Donc voilà, je voudrais pas être dans un comportement qui manquerait de bienveillance. Je suis très attachée à la qualité des relations et c'est aussi pour ça que j'aime bien la relation qui est en train de se nouer avec toi, Boris. Et voilà, je voulais dire ça parce que cette appellation maman de chien, il faut qu'elle soit bien comprise. Et pour moi, elle a le sens, je vais prendre la responsabilité d'un être qui aura sa vie construite par, et décidée par moi. Je vais être responsable de lui pendant, j'espère, 15 ans. Et si je veux vivre ma vie de senior avec lui, parce que j'aurai à peu près 57-58 ans, donc j'aurai 70 ans avec lui, ce qui me paraît incroyable de dire ça aujourd'hui. Mais voilà, je vais vivre ma soixantaine avec Théo et je veux que ce soit une belle vie pour lui et pour moi. Et je tenais à mettre au point ce que j'entendais par maman de Théo et pourquoi j'ai voulu prendre un bébé et pas prendre un chien à la SPA ou prendre un adulte. Ben, c'est tout simplement parce que j'ai vécu donc avec Priam à mon adolescence et avec Gatsby et Cookie en 2017-19. Mais ce n'est pas des chiens pour qui j'avais la responsabilité. Ils étaient déjà adultes et je n'ai rien choisi. Donc, cette fois, je choisis, je fais ce qui me tient à cœur. Et ce qui me tient à cœur, c'est de choisir un chiot border terrier en provenance d'un élevage de qualité, donc Isxa Stories, ton élevage près de Gournay-en-Bray, que je choisis parce que justement j'apprécie euh, cette attention, cette qualité de lien et le déclencheur. C'est vrai que tout ce que tu peux raconter, Boris, n'a aucune importance parce que ce qui compte, c'est la façon dont tes chiens te regardent. Et ça, il n'y a pas photo. Je me souviens très bien que la femme de ménage au domaine, au haras où on vivait avec Gatsby et Cookie, elle disait toujours ah ben les chiens, ils sont cash, hein, ils sont cash, hein, là, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de filtre, de politesse, voilà. Hein, quand Cookie ne voulait pas aller avec sa maîtresse et venait me rejoindre et que Gatsby faisait pareil et j'en aurais des anecdotes à raconter. Euh, Bah, quand je discutais après avec la femme de ménage, elle disait toujours ça. Elle disait ah ben ils sont cash, hein. Cookie, elle veut être avec vous, elle veut pas être avec sa maîtresse, hein. Ah ben oui, c'est cash, c'est cash. Et ben voilà, ça me fait rigoler encore 2 ans après, mais c'est exactement ça, quoi. Moi, quand j'ai vu comment tous tes chiens te regardent, c'est là où je me suis dit c'est bon, je choisis cet éleveur. Et après, évidemment, bah, j'apprécie la qualité de notre conversation, la qualité de l'attention que tu portes à mon projet de vie. Et pendant 1 an, on va discuter ensemble de, bah, peut-être ça va être Sechat, sa mère, peut-être ça va être Seymour, son père, mais évidemment, ça ne pourra pas être Seymour, sa mère, et Sechat, sa mère, et Seymour, son père, puisqu'ils sont frères et sœurs. Voilà, il y a 56 scénarios possibles. Aujourd'hui, le plus probable est peut-être que Séchat soit la maman de Théo. Et je dois dire aux auditeurs que je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis venue à l'élevage au mois d'octobre, Séchat ne m'a pas lâché d'un pouce. Elle a fait un câlin avec moi pendant 1 heure et je peux vous dire qu'elle n'a pas voulu laisser sa place aux autres. On aurait cru qu'il y avait une file d'attente comme à la sécurité sociale. Même les petits pupilles qui ont à peine 3 mois, ils sont passés devant nous en disant « Ah oui, mais nous, on est prioritaires. Nous, on est des pupilles, c'est nous les câlins. »
Et non, Séchat n'a pas laissé sa place. Elle m'a fait beaucoup de câlins, on a beaucoup discuté toutes les deux. Et moi, je me dis, et ben voilà, Séchat, elle sait qu'on est déjà reliés, que notre histoire est en train de s'écrire. Et c'est ça, l'histoire d'Ictas Story. Merci, Boris. Voilà. D'élevage, en fait. Voilà. Alors, pour terminer, tu sais que dans mon podcast, je pose à tous les invités les deux mêmes questions. Donc, tu ne vas pas y couper. Voilà la question qui fait le lien entre la santé et l'alimentation. Comment toi, tu fais dans ton quotidien pour faire le lien entre la santé et l'alimentation? Alors, depuis très très jeune, même si aujourd'hui j'ai de l'hypertension, mais depuis très 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 jeune, j'ai été. Alors c'est quelque chose que je ne peux pas l'expliquer parce que c'est pas l'éducation que j'ai eue de mes parents. Mais depuis très jeune, j'ai toujours désiré manger équilibré et sainement. Je me rappelle très bien d'embêter très régulièrement ma mère en lui disant que ça m'embêtait de manger 3 fois des pâtes dans la semaine, ou des pommes de terre ou du riz. Et elle comprenait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, elle comprend le sens que je donnais. Et je n'avais pas fait d'études de nutritionniste ni quoi qu'est-ce, mais ça me paraissait du bon sens de manger diversifié. Et donc, aujourd'hui, je mange beaucoup de légumes avec beaucoup de féculents, mais pas que des féculents comme pommes de terre, mais aussi des haricots rouges, flageolets, pois chiches, lentilles, quinoa, donc tout ce qui peut sortir des pommes de terre comme tu l'as compris que la pomme de terre, c'est pas Non, mon aliment préféré. c'est pas un bon aliment, la pomme de terre, de toute façon. Par contre, Mais les je mange légumineuses, c'est riche en protéines et en plein de vitamines B, tout à fait. K et P, je sais pas quoi, qu'on n'a pas tellement par ailleurs. Donc, c'est tellement riche que… Donc, en fait, je mange très diversifié. J'aime beaucoup les crudités aussi. Et, là, j'ai commencé la saison des soupes. Donc, j'aime beaucoup les légumes. Ça ne me dérange pas. Alors, je mange aussi de la viande, mais j'ai tendance à manger de la viande rouge, un grand maximum 2 fois, mais c'est très rare par semaine. Je suis pareil sur la protéine, je suis quand même très varié avec les œufs, avec le poisson. Donc, c'est rare que je. De toute façon, c'est pas rare. Je ne mange pas la même chose 2 fois dans la semaine. C'est-à-dire que sur 14 repas qu'il y a dans la semaine, je ne mange pas la même chose. C'est quelque chose que je me suis instauré très, très jeune. Dès que j'ai commencé à faire de la cuisine et à avoir mon chez-moi, je ne mange pas. Après c'est répétitif sur le mois, hein, ça c'est évident parce qu'on n'a pas non plus une palette. Et si on est respectueux après de notre environnement, on ne va pas acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la terre pour avoir une alimentation qui est diversifiée. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est que depuis quelques années, je n'achète plus d'avocat, j'achète plus de mangue, j'achète plus de litchi, voilà, j'achète plus de ces produits qui traversent la moitié de la terre ou qui viennent de l'autre bout de la terre pour pouvoir nous nourrir. C'est du non-sens pour moi. On a ce qu'il faut localement et j'ai la chance de vivre en Normandie. J'ai la chance de vivre dans le pays de Bray, où c'est une région où j'ai beaucoup de petits producteurs, euh, notamment sur le lait, la crème, le beurre, le fromage. Donc, il y a une diversité de produits au Pays de Bray qui est important. J'ai trouvé un petit producteur de viande de bœuf qui est pareil, c'est un petit producteur, donc il fait 2 bêtes tous les 2 mois. Donc voilà, il ne vit pas de ça, hein.
Mais c'est du très, très local, du circuit extrêmement court. J'ai un petit maraîcher qui est à côté, qui est pareil, qui fait ses fruits et légumes dans le raisonné. C'est pas du bio, mais c'est du raisonné. Donc, il n'utilise pas des produits chimiques à tout va pour pouvoir éradiquer s'il a une infection de maladie ou quoi qu'est-ce. Donc, j'ai la chance d'avoir eu cette culture-là que j'ai appris, je ne sais pas comment, mais que pour moi, ça, c'est du bon sens. J'ai la chance d'être dans le pays de Bré où je profite de ces petits producteurs. Et aujourd'hui, je me sens franchement en pleine forme. Avant, quand j'étais directeur de magasin, le repas du midi, ça m'arrivait quand même majoritairement d'emmener ma gamelle parce que je faisais attention à ce que je mangeais. Moi, je faisais déjà attention à ce que je mangeais. Mais après, il y a quand même beaucoup de repas d'affaires, entre guillemets, qui se font, des repas avec les collègues, les repas avec ses collaborateurs, qui fait que on ne mange pas non plus très équilibré sur la semaine. Donc, lorsque j'ai arrêté d'être directeur de magasin, que j'ai mis à faire à manger midi et soir, j'ai perdu, et en marchant en plus, tous les jours pour les chiens et pour moi-même, j'ai perdu en l'espace d'1 an. Alors, je ne les ai pas perdus tout de suite, mais je les ai perdus en l'espace d'1 an, j'ai perdu pratiquement plus de 12 kilos. Donc, comme quoi l'effet du stress, l'effet de l'alimentation et l'effet de faire un peu de sport par jour a un effet sur sa santé. Ça, j'en suis plus que convaincu. On est ce qu'on mange. Ça, j'en suis aussi très convaincu. Et j'ai un rapport à la nourriture. Alors, je suis un bon vivant, donc j'aime bien manger, j'aime bien même beaucoup manger. Mais à contrario, à côté, je suis levé depuis 6h30 le matin. Mes derniers chiens rentrent à la maison. Bon, là, ça va être un peu plus tôt parce qu'on a changé d'heure. Mais sinon, mes derniers chiens rentrent à la maison, il est plus de 20h. Je m'occupe encore des chiots quand j'en ai entre 20h et 21h, voire 22h. Donc, j'ai des journées qui sont assez importantes. Je marche au moins 1h30 à 2h par jour, 6 jours sur 7. Et ce n'est pas par obligation, je le fais avec plaisir de marcher avec mes chiens et ça me fait énormément du bien. Donc oui, l'alimentation a un lien sur notre santé, ça c'est indéniable, j'en suis convaincu. Oui, c'est bien ce que je pense aussi et que j'ai expérimenté moi par rapport à ma maladie et je le raconte plus en détail dans mon podcast de la saison 2 et j'aime bien revenir sur ce point-là avec chacun des invités, quel que soit l'horizon dont vient l'invité, j'aime bien que la personne explique justement le lien entre l'alimentation et la santé parce que bien souvent quand on est malade chronique, on a du mal à faire ce lien-là et j'aime bien voir des gens qui sont en bonne santé ou qui se sont remis de mauvais passages et que maintenant ça va mieux et qui expliquent justement que ce fort lien et je trouve que c'est important que chacun puisse le raconter à sa façon et pour moi c'est ça, l'alimentation et marcher, c'est ce qui fait qu'on est en bonne santé et on est bien d'accord sur ça et j'en profite pour te remercier du fameux pot-au-feu qu'on a mangé au restaurant l'autre jour parce que moi je mange quasiment plus de viande et ça m'a paru vraiment très très bon à tel point que j'en ai refait un chez moi et je ne sais pas si c'est ça qui a détraqué la météo parce que 3 jours après il y a eu la tempête Aurore mais c'est vrai que là je suis allée acheter de la bonne viande à un bon boucher sur la place du marché de Deauville où il y a un, un boucher qui va chercher dans les élevages, là, dans l'arrière-pays du pays d'Auge. Et c'est vrai que quand on a des bons produits, c'est à la fois un plaisir et c'est à la fois de la qualité pour la santé. Et puis après, quand on peut le partager, un repas à plusieurs, c'est la convivialité et ça, c'est important. Alors, pour terminer, quelle est ta suggestion pour rallumer les étoiles dans sa vie? Alors, il y a une chose c'est pas une chose, c'est un principe de vie que j'ai depuis des années, c'est de se lever et de se dire qu'on a la chance d'être en vie. Ça, moi, j'ai eu ce malheur très jeune. Mon père est parti, il avait 39 ans.
Et j'ai pas du tout, j'ai ma grand-mère qui était disparue 2 années plus tôt, et je n'ai pas du tout la même relation avec la vie que je l'avais à 15 ans. On l'a pas, de toute façon, on ne connaît pas la vie, mais ça m'a changé complètement, et c'est pour ça que je suis comme je suis aujourd'hui, parce que je suis optimiste, je me lève le matin, je me dis je suis heureux d'être vivant, j'ai ouvert les yeux, super. Je suis en vie, c'est super, c'est magnifique. Non, mais c'est vrai, c'est tout bête, hein, cette réflexion de dire ça, mais déjà de se lever en se disant ça, bah, c'est sûr qu'on a plus la banane que de se dire, bah, purée, il fait pas beau, ou il y a un truc qui va Exactement. pas. Et Mm. donc, c'est la première des choses. Moi, ça, c'est quelque chose qu'on m'avait appris lorsque j'avais fait mes formations pour devenir directeur de magasin. C'est de se regarder dans la glace et de s'apprécier, de se faire un joli sourire et de se dire que voilà, on est là et qu'on va y arriver et que de toute façon, il faut croire en soi. Si on ne croit pas en soi, on peut pas y arriver. Si on est toujours dans le pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi, alors, on n'est pas dans la bonne démarche de construction. Pour moi, pour y arriver, c'est plutôt comment je vais faire, comment on va faire. Le comment est plutôt source de propositions et de solutions que le pourquoi est plutôt une source de négation et de se mettre des barrières. Donc, les barrières, c'est à 90% du temps, c'est nous qui nous mettons des barrières, c'est pas les autres, hein. Ah, ça, c'est Euh, sûr. il faut croire en soi et il faut se dire que le temps est, est pas souvent notre allié, mais il l'est quand même de temps en temps. Et si on croit en soi, dans tous les cas, au moins qui est, comme on dit, qui est le ciel qui nous tombe sur la tête, mais ça n'arrivera pas. Mais si on croit en soi, normalement, on fait tout ben, on met tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Donc, ayez cette certitude que il y a quelque chose qui, ben, il y a pas, on est tous des vainqueurs parce qu'on est tous, on est le fruit d'une grande compétition avec tous les spermatozoïdes qu'il y a eu dès le départ. Donc, on est tous des vainqueurs déjà dès la base parce qu'on est quand même, on a été le premier à arriver à l'ovule et même si, mais on s'est quand même battu dès le départ. Et après, on se bat et c'est, pour moi, c'est se croire en soi, c'est la plus belle victoire. Être heureux, c'est la plus belle victoire. Voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, c'est aussi une très belle victoire. Et prendre de la hauteur et du recul et pas être tout le temps dans l'instant présent. Alors, c'est facile à dire et plus compliqué à faire, mais dans les situations, dans beaucoup de situations, c'est bien de prendre du recul et d'analyser ces situations et de, comme je dis, de dire comment je vais faire pour arriver à ce que je souhaite dans ma vie et pas dire pourquoi je n'y arrive pas. Donc déjà, la démarche n'est pas du tout la même. Voilà ce que je conseillerais à tes auditeurs, c'est de se lever et de se dire qu'on est heureux, de se lever et de se dire qu'on est en vie, que c'est bien, se dire qu'on a de la chance de vivre en France parce que c'est un magnifique Ah, pays, aussi bien ah, culturellement qu'au plan de la santé, qu'on a franchement, on a de la chance de ne pas casser des cailloux à l'autre bout du monde, qu'on n'est pas dans une dictature. Donc, il y a quand même beaucoup de paramètres qui fait que normalement, on devrait être heureux de vivre. oui, tout à fait. Je partage tout à fait ton point de vue et la gratitude, la reconnaissance, ça c'est vraiment ce qui permet d'augmenter le taux vibratoire et la qualité d'énergie de vie. Alors que quand on est dans le ressassement du passé et chercher la victime ailleurs, sur les tiers, enfin se mettre en victime et chercher le coupable sur les tiers, tout ça est très négatif et on l'a très bien vu là dans les quelques mois qu'on vient de traverser avec la crise sanitaire. Moi, je suis comme toi très heureuse d'être en France parce on est quand même dans un pays riche et confortable avec des défauts, mais globalement, on a une qualité de vie qui est quand même très qualitative et il faut savoir la reconnaître et puis savoir en faire quelque chose. Donc, je partage tout à fait ce point de vue et merci de nous avoir raconté ça. Je te remercie pour cette interview et toutes les informations pour te suivre seront indiquées dans le descriptif de l'épisode, ton site et puis
puis ta page Facebook. Et puis, je mettrai bien sûr mon compte Instagram de Théo Border Terrier qui, pour l'instant, est alimenté beaucoup par tes photos et les photos de tes chiens, puisque Théo n'existe pas et que je veux faire vivre un conte. Donc, je raconte aussi l'histoire d'Ixa à ma façon. Et en tous les cas, merci pour cet épisode et à bientôt, chers auditeurs. Au revoir.